parce que le mouvement étudiant est loin d'être fini, mais pour s'associer justement à cette lutte qu'on estime légitime et dans laquelle on a, nous les personnels de l'université, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apporter. Donc une des premières choses qu'on essaie de dire, c'est qu'on est contre la sélection à l'université. On est pour une université du savoir qui est accessible à toutes et tous et gratuite. Mais ce qu'on essaie aussi de mettre en avant, c'est les conditions de travail des personnels dans cette université où on a un taux de contractuels qui augmente d'année en année avec un taux de 35% de contractuels à l'université d'Aix-Marseille. Donc c'est pour cela que dans nos revendications, on demande aussi un plan de titularisation, des CDD qui sont sur des postes permanents et on demande aussi un audit sur la précarité. Donc on a un panel de revendications qui est à l'image et qui représente l'ensemble des personnels de cette université et l'ensemble des thématiques qu'on souhaiterait mettre en avant. Donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de grévistes déclarés, donc on en a beaucoup d'autres dont on n'a pas accès, mais on sait que c'est un démarrage. On sort d'une période de vacances, on est dans une semaine où il y a des jours fériés, donc on estime que c'est un très bon démarrage et donc on va essayer de faire en sorte que ça augmente dans les jours et dans les semaines qui viennent, parce qu'encore une fois, c'est que le début, c'est que le premier jour de cette grève. Au niveau de la représentativité aujourd'hui, donc on est des personnels enseignants, mais aussi des personnels techniques, administratifs et des bibliothèques, et aussi des doctorants qui sont présents, et on a aussi une représentation du comité de mobilisation études de Saint-Charles. Voilà, donc après la parole elle est ouverte, mais on tient à marquer aujourd'hui encore une fois, ce jour c'est l'entrée en grève des personnels de l'université d'Aix-Marseille, ce qui n'avait pas eu lieu de cette manière-là depuis 2009, donc depuis bientôt 10 ans. Donc là on redémarre, on espère redémarrer sur un cycle de grève et de mobilisation à l'université d'Aix-Marseille. Bravo Cédric, bravo. Moi, sur lequel j'ajouterais, parce qu'il a tout dit, il y a un élément sur lequel on insiste aussi, néanmoins, c'est que contre-argumenter contre la sélection, contre le taux d'échec à l'université. Ce qui nous inquiète, nous, c'est le fait que l'université, le gouvernement ne donne pas les moyens aux étudiants de réussir à l'université. S'il y a un tel taux d'échec, c'est parce que le gouvernement s'est désinvesti de sa mission de formation au niveau de l'université. Le gouvernement investit beaucoup plus sur les classes préparatoires, par exemple, sur les écoles privées. Il faut absolument qu'ils réinvestissent massivement dans l'université. Il n'est pas surprenant que dans des amphis bondés, il y ait un taux d'échec qui soit énorme, et ce n'est pas en sélectionnant quelques étudiants à l'entrée qu'on va améliorer les choses. En sélectionnant quelques étudiants à l'entrée, on entérine l'échec, puisque dès le départ, on dit à certaines personnes qu'ils vont échouer et on les met à la porte et on les condamne à l'échec. Nous, on veut qu'il y ait des moyens énormes, des moyens bien supérieurs, effectivement, vont être énormes. Il faut que le gouvernement fasse ce choix-là, prenne cette décision-là, de mettre des moyens pour que non seulement on puisse accueillir tout le monde, mais en plus qu'on puisse les accompagner décemment. C'est ça qui nous tient à cœur, enseignants et personnels de l'université. Et c'est ça qu'il faut absolument que le gouvernement entende. Il ne peut pas faire l'autruche et simplement masquer l'échec à l'université en nous autorisant à fermer les yeux, simplement en refusant certains étudiants, en les laissant à la porte. Tout à coup la solution est réglée. Non, en précarisant les gens, en les mettant à la porte, en les mettant face à l'échec, en leur imposant de ne pas pouvoir venir à l'université, on ne propose pas une solution qui soit sociale, on le refuse. Pardon pour les bassillages. Ça va, c'est sûr, parler un petit peu de... Le comité étudiant a écrit un petit texte en soutien aux enseignants et pour exposer ce qu'on fait en ce moment à la fac. Les étudiants et étudiantes mobilisés sur le campus de Saint-Charles se joignent au personnel en grève pour réaffirmer notre engagement dans la lutte contre les réformes de l'université et notre soutien à toutes les luttes qui ont cours en ce moment contre la rentabilisation et la déshumanisation des échanges et des services. Malgré l'ampleur qu'a pris le mouvement de contestation contre la loi ORE ce dernier mois, le gouvernement semble toujours ne pas accorder beaucoup d'importance à nos revendications. Nous sommes des agitateurs, un groupe de personnes qui crée et qui entretient le mécontentement politique et social vis-à-vis des réformes que nous jugeons injustes. Nous occupons la fac depuis maintenant un mois. Par un effort quotidien, nous en faisons un lieu de vie, de formation, de conscience et de sensibilisation aux problèmes sociétaux. L'université se doit d'être libre d'accès, gratuite et accessible à tous, et non un lieu où s'exerce concurrence, sélection et élitisme.
En ce sens, nos revendications sont de manière non exhaustive à la direction d'AMU de donner consigne à leurs UFR de ne pas classer les candidats dans les formations qui n'étaient pas en tension le dernier, et au gouvernement de retirer la loi ORE et de dégager à nouveau des moyens convenables pour les étudiants pour leur offrir un enseignement de qualité, de ne pas financer inégalement les étudiants. Par exemple, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, chaque étudiant a le droit à 15 000 € par an, tandis qu'à l'université, c'est un budget de 10 000 € par an. Et d'arrêter l'augmentation des contrats précaires et d'offrir plus de titularisation. Voilà. Pour revenir rapidement sur les revendications, donc évidemment on demande au niveau national l'abrogation de la loi ORE, mais aussi localement on a des revendications qui sont portées donc, par le comité de mobilisation des personnels en soutien aussi des étudiants. Donc évidemment c'est le non-classement des candidatures sur Parcoursup. Il faut savoir que dans une des composantes importantes d'AMU qui est l'UFR ALLSH, Arlette Langue Sciences Humaines, le conseil d'UFR a obtenu que soit votée une motion qui laisse la liberté à chaque département de classer ou pas. Et on souhaite que cette possibilité soit étendue donc, aux autres composantes et aux autres départements d'AMU pour laisser la possibilité de ne pas classer les étudiants. On demande aussi, parce que ça, depuis des mois, on regrette le manque de possibilités d'échange entre nous et on ne nous laisse pas avoir une liste de diffusion ouverte à tous et non modérée par les directions. Et donc ça, c'est aussi une des revendications pour qu'on puisse justement informer sur la mobilisation et plus largement sur tout ce qui se passe dans notre université. Une inscription gratuite à l'université pour toutes et tous. Le refus de la mise en place, alors pour comprendre, est prévu la possibilité à terme pour les formations qui le souhaitent de créer des diplômes d'établissement qui se substitueront aux diplômes nationaux. Ça veut dire qu'en fait, dans ces diplômes d'établissement pourront être les frais d'inscription seront plus cadrés nationalement et on pourra avoir des frais d'inscription beaucoup plus élevés qu'actuellement, ce qui se fait déjà à l'université de Nice. On demande aussi un audit sur la précarité à l'université d'Aix-Marseille. La précarité, elle est grandissante depuis des années et on demande à ce qu'un audit soit fait précisément sur cette question. L'ouverture de concours de recrutement de fonctionnaires pour tous les postes pérennes de l'université qui sont occupés actuellement par des non-titulaires, comme l'impose la loi. En attendant ça, qu'on mette en place un plan de stabilisation de ces personnels en emploi précaire, par exemple par des contrats de type CDI. Localement, un recrutement rapide de fonctionnaires enseignants-chercheurs et BIAT, donc bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, pour l'accueil et l'encadrement de tous, puisque comme l'a dit Olivier Morisot, c'est avant tout une histoire de moyens qui joue ici, notamment dans les filières en tension, en STAPS, en médecine, en psycho et en droit. Les mêmes droits sociaux et syndicaux pour les agents non titulaires et titulaires. Le respect du droit de travail élémentaire pour les précaires, pour des conditions de travail équivalentes à celles proposées aux titulaires. Il faut savoir par exemple que les vacataires ne sont pas payés tous les mois. On demande une chose simple, c'est qu'une mensualisation du paiement de travail, du paiement des vacations, que soit mise à disposition des locaux pour qu'ils puissent travailler, qu'on signe des contrats au premier jour travaillé. On est dans une université, et ce n'est pas seulement le cas d'AMU, mais il faut savoir qu'à l'université, il y a plein de personnel, tous les vacataires, ils viennent travailler alors qu'ils n'ont même pas de contrat de travail signé, ce qui serait impensable. Voilà, dans n'importe quelle entreprise privée, là, l'État qui est qui est censé être exemplaire est pire que bien des employeurs privés. En lien avec ça, il faut savoir que les doctorants ils payent des frais d'inscription parce qu'ils ont un statut aussi d'étudiant, alors qu'ils sont des travailleurs de l'université. Donc nous on demande que les frais d'inscription au doctorat, que les doctorants soient exonérés de frais d'inscription et qu'ils puissent accéder au doctorat sans condition. Enfin, on demande l'ouverture d'une discussion globale, ouverte à tous les personnels et usagers, sur les conditions de travail et d'accueil à l'université. C'était un peu long, mais on a beaucoup de revendications. Qui est fermé au public, qui est fermé au cours. Et qui est fermé à la presse aussi. On a une assemblée générale, je ne suis pas sûr que vous serez autorisé à rentrer là-dessus. Clairement, il y a un problème sur la circulation de l'information. On n'a pas de canaux pour discuter entre nous qui ne soient pas les listes syndicales. Les syndicats nous permettent
de nous adresser à tous, mais on aimerait avoir simplement en tant qu'employé, en tant que personnel de l'université, le moyen de se parler les uns aux autres. Donc c'est aussi pour ça que notre mouvement a mis du temps à se mettre en place, parce qu'on ne nous laisse pas communiquer. Manifestement, on ne veut pas non plus que d'autres personnes à l'extérieur de l'université soient au courant de ce qui se passe ici. Les grilles sont fermées. Elles sont fermées officiellement depuis les attentats de 2015 dans le cadre du plan Vigipirate. Depuis, on sait bien qu'à ce moment-là, beaucoup de structures ont été fermées et conditionnées à un contrôle d'identité pour rentrer. Depuis, dans la plupart des lieux qui ont mis en place ces choses-là, cette chose a disparu. D'ailleurs, sur les autres campus d'Aix-Marseille, il n'y a pas ce problème. L'argument qui nous est même pas vraiment diffusé, hein, mais qu'on a fini par comprendre, c'est pour limiter les vols sur le campus. Pour limiter les vols sur le campus, on est aujourd'hui obligé de présenter tous notre carte le matin, et si vous n'avez pas votre carte, vous devez rentrer chez vous. Dans quelles conditions de travail qu'est-ce qu'on doit finir par accepter là? Ça va beaucoup trop loin. Donc vous ne pourrez pas rentrer parce que vous n'avez pas votre carte de personnel, parce qu'on pourra vous soupçonner de vouloir venir voler à l'intérieur de l'université. Et en plus, cette information, elle ne nous est même pas donnée. On n'est même pas au courant, il a fallu vraiment creuser pour aller chercher cette information-là. Les questions de sécurité, alors maintenant on parle un petit peu quand même de questions de sécurité. On dit qu'on craint que des gens extérieurs viennent taper les étudiants qui occupent. Hein. Je trouve ça un petit peu facile quand justement les étudiants essayent de faire venir des gens, des gens dans des conférences qu'ils organisent pour faire vivre le campus, pour faire vivre une université ouverte. On leur oppose que c'est pour leur sécurité qu'on laisse pas rentrer les gens. On oublie que, et on se réfère pour ça aux événements qui ont eu lieu à Montpellier là. On dit que des milices fascistes sont rentrés sur le campus pour tabasser les étudiants. On oublie que ces milices fascistes c'était des étudiants et des personnels de l'université de Montpellier. Qu'elles étaient déjà sur le site. Donc ça se mord complètement la queue. Et simplement on utilise n'importe quel argument possible pour faire en sorte qu'on soit invisible. Et on vous remercie d'être là aujourd'hui, parce que notre enjeu aujourd'hui, c'est de devenir visible et d'être entendu par nos directions, par le gouvernement et par la population. Si je peux ajouter un petit mot par rapport à ce que nous on appelle de la censure, hein, ça a déjà été dit, c'est-à-dire que les listes de diffusion qui existent à l'université sont contrôlées par les directeurs, les doyennes, c'est-à-dire que ce sont les dirigeants qui laissent passer ou pas les messages. Ils ne laissent jamais passer des messages, y compris des messages d'information, appel à une réunion. Donc c'est de la censure pure et simple, on le dénonce depuis des années. On a une communication verticale, c'est-à-dire le président envoie un message, on est censé obéir. Or, il n'y a pas de possibilité d'avoir une communauté de collègues. Là, c'est ce qu'on est en train de recréer, Saint-Charles, Aix, Saint-Jérôme, les autres. On se parle enfin et on a des choses à dire. On a des choses à dire qui ne sont pas forcément pour faire la vitrine de l'université. Et par rapport à l'information, il faut savoir aussi quelque chose d'important, c'est que notamment sur le campus d'Aix, le campus Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, les étudiants se sont battus pour avoir le droit de tracter. Or, c'est un droit fondamental du Code de l'éducation qui leur a été refusé. C'est un droit de tracter, de donner de l'information politique et syndicale. Eh bien, on leur a envoyé la sécurité pendant des mois, alors qu'ils voulaient simplement prévenir les autres étudiants de ce qui se passait. Et quand après on dit « Ah mais regardez, les étudiants ne sont pas au courant », c'est normal, puisque les directions font tout pour que les étudiants ne soient pas au courant. Donc il y a de la censure en plus, et c'est scandaleux. Donc on est en train de combattre ça aussi. Quant aux informations riches et importantes qu'il faut qu'elles repartent et qu'elles soient rediffusées par vous, on a besoin que vous diffusiez. 32 jours d'occupation du campus par les étudiants. 32 jours d'occupation. Est-ce que quelqu'un est au courant de ça? Juste une précision, quand vous parlez de 32 jours, vous parlez de quel site? Celui-ci. Et le Schumann à Aix. L'occupation a commencé simultanément sur le site de Schumann à Aix et ici sur le site de Saint-Charles, ce que vous voyez. Est-ce que vous avez des informations sur la tenue des examens? Probablement qu'ils ont, peut-être que les étudiants peuvent nous en parler. Enfin, les étudiants ont envoyé une délégation pour informer les étudiants sur place de la situation, pour les inciter à les rejoindre, à être sensibilisés à ce qui se joue pour l'université aujourd'hui, à les rejoindre dès que leurs examens sont passés. On n'a pas souhaité les pénaliser. Nous, les personnels en grève ici sur le site ou sur d'autres sites, ne n'assureront pas les surveillances, mais comme on l'a dit, 100 personnels qui sont en grève, tous ne devaient pas surveiller les examens. L'administration a trouvé des solutions de rechange. Les examens se tiennent. La question c'est quand nous on va devoir corriger les copies, on s'est engagé en tant que gréviste à ne pas les corriger, on s'est engagé en tant que gréviste à retenir les notes aussi longtemps que possible. Donc oui, les examens auront lieu. Quant à la tenue des jurys, la question est encore posée. La question que j'allais poser, qu'est-ce qui va se passer après cette journée de grève? Comment vous envisagez le mouvement?
les pensions de notes. Là-dessus, effectivement, une des premières actions qui va être mise en place de la part des enseignants notamment, c'est la rétention des notes. Après, sur le déroulé de la grève, comme je l'ai dit, c'est le premier jour aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir d'autres journées de grève, d'autres actions qui vont être mises en place, mais ça, on va le voter au jour le jour. Dans le cadre des assemblées générales des personnels, on en a une tout à l'heure. Donc là, c'est tous ensemble qu'on va discuter de quelle stratégie on met en place. Est-ce qu'on est sur une grève reconductible? Est-ce qu'on est sur une grève perlée, à l'exemple des collègues cheminots qui sont mobilisés? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres types d'actions? Ça, c'est des choses qu'on doit encore discuter. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le démarrage. Il va y avoir des suites, réellement, parce qu'une journée en grève comme aujourd'hui, ça ne suffira pas. Votre présence ne suffira pas, donc on va essayer de faire augmenter la pression petit à petit et surtout de faire en sorte que la grève elle s'élargisse. Et donc là-dessus, on va aller voir les collègues dans les laboratoires, dans les services. On va se déplacer sur les différents sites pour aller à la rencontre des collègues. Il y a aussi une coordination nationale des enseignants. Tout à fait. Il y a une première coordination nationale des personnels de l'université qui s'est tenue samedi. Et qui a rédigé un appel à la grève illimitée jusqu'au retrait de la loi ORE. Alors c'est très ambitieux, mais ça montre aussi l'enjeu en fait, l'enjeu de la mobilisation, là où il faut qu'on mette la barre. De notre côté à nous, on n'a pas pu envoyer, parce qu'on a eu l'information un peu tardivement, de personnes à Paris le 5 mai. Par contre, la prochaine coordination aura lieu le 19 mai à Paris. Et là, il va falloir qu'on ait une discussion entre nous pour envoyer une délégation, puisqu'on peut envoyer une délégation de 4 personnes, 2 enseignants-chercheurs et 2 personnels non enseignants-chercheurs. Donc on va se greffer à ce qui va être en train de se passer au niveau national aussi. Parce que l'entrée en scène des personnels de l'université dans cette mobilisation, c'est Aix-Marseille Université, mais c'est aussi au niveau national qu'il commence à y avoir des appels à la grève dans plusieurs universités au niveau des personnels. La rétention des notes, intervention sur Parcoursup, donc je ne sais pas. On demande à pas classer. On demande à pas classer. Pour le moment, on n'a pas. Enfin, l'UFR LSH a obtenu ça. Nous, on essaie d'obtenir ça parce qu'on pense que c'est un travail complètement inutile. Puisque dans les filières qui ne sont pas en tension, il n'y a pas de problème de place. Donc ça veut dire qu'on va classer des étudiants qui, en fait, au départ, ne voulaient pas forcément venir à l'université. Nous, on refuse ça, en fait. On voudrait accepter tout le monde en sachant que de toute façon, il n'y a vraiment aucune chance qu'on ait des problèmes de surbooking. Et donc, on veut pouvoir faire notre mission de service public, qui est d'accepter les étudiants pour qu'ils puissent venir étudier. En plus, il faut savoir que dans Parcoursup, il y a des dispositifs WICI qui sont des dispositifs d'accompagnement des étudiants. Et en fait, ces dispositifs ne peuvent pas être mis en place à la hauteur des enjeux, puisqu'il n'y aura que quelques groupes qui pourraient être organisés, parce que l'université a perdu en financement. En fait, ces financements, ils sont sur projet, ils sont sur des dossiers que l'université doit déposer. Ce n'est pas du tout des financements automatiques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu ouvrir les groupes qu'on aurait voulu ouvrir pour les étudiants. Donc il y a toute une hypocrisie qui nous impose de mettre des WICI et qui nous demande de mettre des WICI alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et donc à partir de là, on veut pouvoir accepter tout le monde. Et quant au classement, il est essentiellement numérisé et automatisé, donc ce n'est pas les 100 personnes en grève aujourd'hui qui peuvent bloquer le classement. Il y a des commissions qui classent, qui ont déjà commencé à classer et qui continueront à poursuivre ce classement. Et on essaie de leur faire entendre qu'il faut qu'elles l'arrêtent, qu'elles ne le publient pas, qu'elles ne le mettent pas en ligne et qu'elles ne répondent pas aux étudiants qui vont les classer, mais qu'elles acceptent tout le monde puisque la solution technique existe aussi. Mais même si celles-ci ne le font pas, on sait que dans certaines universités, c'est juste les directions d'université qui le feront. Et quant au classement humain, l'analyse précise des dossiers de chacun, c'est un leurre. Tout ça va être absolument automatisé. Ça peut être fait par une personne. Donc, le classement, ça on peut le gagner, enfin le non-classement, on peut le gagner que par une victoire politique. Nous, il est quelque part entre nos mains, mais il faudrait qu'on ait absolument tout le monde à l'université contre ça pour qu'on puisse vraiment le bloquer techniquement. Il y a un vrai problème de financement, c'est-à-dire que cette réforme de toute façon n'est pas financée, premièrement. Et puis si on revient aux accords qui avaient été signés par le gouvernement Sarkozy sur un financement d'1 milliard par an pour l'université, on n'a jamais vu la couleur de cet argent. Et là, on en est à 100 millions à peine. Donc l'arrivée de nouveaux étudiants n'est pas du tout financée. Et c'est pour ça qu'on impose la sélection, c'est tout. Parce qu'on ne veut pas financer l'enseignement supérieur public. Il y aura combien d'étudiants en quelque chose? On ne sait pas. 6, autour de 76 000.
On sait que la tension va augmenter. 118 000. L'université dit avoir budgété une augmentation de 10% des étudiants par rapport à l'année précédente, où on était à environ 78 000. Dans les faits, elle n'a pas budgété, elle nous a dit de trouver les moyens d'accueillir à coût constant 10% de personnes en plus. Donc il est clair, enfin, ça c'est le message que vient de délivrer Clotilde et qui à mon avis qui doit être imprimé partout. La sélection, c'est pas pour une meilleure le classement, c'est pas pour une meilleure orientation des étudiants. Et c'est pas pour une augmentation du taux de réussite des étudiants à l'université. C'est pour ne pas accueillir des étudiants supplémentaires, pour ne pas mettre des enseignants et des personnels en face des étudiants. C'est pour ne pas investir plus d'argent à l'université. C'est pour ça qu'on demande que le gouvernement envisage de sélectionner. C'est pas pour une meilleure orientation. Une meilleure orientation, il y a d'autres solutions, et en particulier de s'adresser aux professionnels de l'orientation. Par rapport à cette question de budget, pour avoir un ordre de grandeur, il faut savoir que si on met au regard en fait, l'évolution du budget depuis 10 ans avec l'augmentation du nombre d'étudiants, en fait, on a une baisse du budget par étudiant de 10% en 10 ans. Alors, il faut garder ce chiffre en tête. Voilà. Le budget, lui, il a légèrement augmenté, mais encore une fois, si on le met au regard du nombre d'étudiants, en fait, c'est 10% de baisse voilà, par étudiant. Ça impacte nos conditions de travail, ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, on en parle de 50 étudiants en TD, on en parle de conditions dans lesquelles on ne peut pas exercer notre métier correctement. Notre métier, c'est faire réussir les étudiants, c'est pas les parquer et puis laisser les quelques-uns qui se sortiront de la jungle réussir. Oui, on peut anticiper un taux d'échec supérieur l'année prochaine. Effectivement, avec les moyens qui nous sont donnés pour accueillir les étudiants, probablement ça va être pire l'année prochaine. On fait grossir les groupes, l'encadrement va baisser l'année prochaine. Et c'est là que ça se joue la réussite des étudiants, ça ne se joue pas sur la sélection. On a l'impression que la sélection permet d'augmenter la réussite des étudiants parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que la plupart des formations sélectives sont des formations à petits effectifs. Et donc on dit que c'est parce qu'on a sélectionné qu'elles ont des taux de réussite importants. Or, c'est essentiellement parce qu'elles ont des petits effectifs qu'elles ont des taux de réussite importants. C'est ça qu'on réclame pour l'université, c'est pouvoir accueillir les gens dans des conditions qui sont telles qu'on peut suivre les étudiants, on peut les connaître, on peut s'intéresser à leur cas, on peut leur proposer des problèmes, des exercices et des études adaptées, des conditions d'études adaptées. Donc voilà, on nous dit que la sélection ça va nous faire aller mieux, mais en fait non, la sélection ne fait pas aller mieux dans les formations comme elle est où il y a de la sélection et on a des effectifs qui sont consistants, le taux de réussite n'est pas bien meilleur que l'université par ailleurs. Après, il faut s'entendre aussi sur taux de réussite. Ce qu'entend le gouvernement par taux de réussite et qu'on brandit 60% de taux d'échec, c'est souvent des réorientations, c'est des gens qui vont travailler. Donc c'est des gens qui ne passent pas à la deuxième année du cursus tumulaire tel qu'on l'envisage. Ce n'est pas pour cela que ce sont des échecs, dans la mesure où l'université diplôme plus de 80% de ces jeunes qui rentrent à l'université au bout de 3 ans. Donc voilà. On ne parle pas des taux d'échec des classes prépa qui en évacuent tous les ans, c'est normal. Mais nous, voilà. Donc dans échec, il faut aussi s'entendre. C'est un chiffre qui est déjà très discutable et qui est partiellement ou pas totalement faux. Et dans les filières sélectives, effectivement, il y a des étudiants qui ne passent pas en deuxième année, soit qui se réorientent, soit qui n'ont pas satisfait les critères pour obtenir leur semestre et passer dans les années suivantes. Donc ça dépend des spécialités. Il y a 30% de personnes qui ne continuent pas en deuxième année. Oui, et puis il y a ces formations universitaires qui sont à concours, comme la formation de première année de médecine, dans laquelle on connaît l'écrémage énorme qui est proposé. Nous, on n'est pas à la faculté de médecine, mais on nous colle finalement les taux de réussite de la faculté de médecine, puisque quand on fait le moyen-âge global du taux de réussite à l'université, on a un taux de réussite en médecine qui est proche de 5%, 0%. Et forcément, si on met on calcule tout sur le même mode, on ne propose que des chiffres qui sont parfaitement artificiels. On ne reconnaît pas ce taux d'échec qui est affiché par les gouvernances en première année à l'université. On ne le reconnaît pas. Supprimer les rattrapages. Je sais qu'en médecine, il y a un projet aussi de supprimer le redoublement, ou de les orienter sur notre voie. Il y a des projets dans la loi. Pas dans Parcoursup, mais dans la loi, le plan étudiant. Voilà, dans le plan étudiant sur la réflexion sur la licence. Il y a des discussions qui sont en cours. Où il est question effectivement de supprimer la compensation des UE, de faire des inscriptions par UE et pas par année ou par semestre. Donc une réorganisation très profonde de l'université, des parcours à la carte. Alors dans le côté parcours à la carte, ça peut être
sympathique, mais dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, par rapport au fait que les masters font une sélection et qu'il faut avoir un parcours adapté pour entrer dans les masters, ça veut dire qu'il restera quand même des filières pour aller vers des masters qui sont adossés à de la recherche dans des parcours très sélectifs et excellents dans l'université, et à côté, des parcours un peu plus tortueux ou plus pour arriver à ce qu'ils aient leur 180 CTS, parce qu'on ne donnerait plus en année, mais en nombre de crédits dans le système européen pour obtenir un niveau bachelor, licence, pour entrer dans le... Donc ça c'est en discussion, mais on sait à peu près vers où ça veut aller. Et effectivement, c'est pas dans Parcoursup, mais ça fait partie de la loi. Et sur les premières années de santé, effectivement, il est question, même à nous, déjà de ne pas autoriser le redoublement quand il y a un échec première année, mais de proposer des parcours alternatifs. Alors moi je ne connais pas dans le détail. Ne pas autoriser les redoublements, ne pas avoir proposer de retirer les compensations des notes qu'on a obtenues d'un enseignement à un autre. Et sélectionner les étudiants, c'est regarder ailleurs. C'est fermer les yeux sur le problème. C'est améliorer les chiffres artificiellement en mettant de côté toute une partie de la population. Et c'est pas en regardant ailleurs ou en fermant les yeux qu'on va régler les problèmes. C'est aussi limiter le coût de formation en les maintenant le moins longtemps possible dans l'université. Sur ce point, il y a un élément important à connaître du statistique, c'est qu'en licence à l'université, il y a 40% des étudiants de licence 1 qui en fait ne sont pas des néo-bacheliers. Ce sont des gens qui ont déjà fait quelque chose avant. Ça peut être une prépa, ça peut être un BTS, ça peut être une première année de médecine. Et en fait tout le Parcoursup, toute la réflexion qui a été menée, les a oubliés. On n'a pas pensé à eux. Par exemple, on n'a pas pensé à les prévenir qu'il fallait s'inscrire pour le 13 mars sur Parcoursup. Tous ces gens qui sont en médecine, qui pourraient ensuite décider de venir peut-être en psychologie, moi je suis enseignant en psychologie, on leur a pas dit qu'il fallait s'inscrire avant le 13 mars. Et du coup, ça fait des gens qui sont considérés comme hors procédure dans le processus d'inscription. Autrement dit, on n'a pas de solution pour eux. On leur dit, bah non, vous ne pouvez plus vous inscrire, c'est trop tard. Peut-être le 13 mars, c'est trop tard. Et ceux qui ont pu s'inscrire, qui ont eu l'information, qui se sont inscrits le 13 mars, ben, ils n'ont pas de fiche à venir parce qu'ils n'ont pas de professeurs principaux de lycée qui ont rempli leur fiche à venir. Et la fiche à venir, elle a un rôle prépondérant dans le classement. Dans l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, c'est 2/3 du classement qui est basé sur la fiche à venir. La fiche à venir, c'est on vous met des bonnes notes si jamais votre professeur principal considère que votre projet est cohérent. Si vous n'avez pas de fiche à venir, ben vous n'avez pas le 20 sur 20 du projet cohérent. Et donc ils peuvent perdre jusqu'à 4 points sur 20 dans le classement, simplement parce qu'ils n'ont pas de fiche à venir. Et ces gens-là, c'est pas anecdotique en fait. Moi, dans la filière en psychologie, c'est 55% des licences 1 qui ne sont pas des néo-bacheliers. Et donc on n'a pas du tout pensé à eux. Et c'est bien le reflet de la logique qui est sous-jacente, c'est les parcours sinueux, on n'en veut pas. Voilà, on les oublie, c'est pas ceux-là qui comptent. Ils ne sont pas comptés dans les 28% de réussite qui sont brandis comme argument principal à la mise en place de Parcoursup. Ces gens-là, bah oui, peut-être qu'ils coûtent un peu plus cher, mais clairement c'est eux qui vont être les grands perdants de cette réforme. On ne veut pas investir d'argent dans les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dès le début. Puis on peut mettre ça en lien avec la réforme du lycée, parce que la réforme du lycée, vous savez, elle propose de faire des choix d'options dès la première. Et nous, ce qu'on nous dit en tant qu'universitaire, c'est que quand il y aura des options, ce sera bien plus facile pour vous de faire votre sélection. Vous choisirez les gens qui ont choisi les options qui vont bien par rapport à votre cursus de formation. Du coup, ça veut dire que le moment où il faut faire son choix, il descend à la fin de la seconde. Et si jamais on s'est trompé à la fin de la seconde pour choisir ses options de première, c'est foutu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on n'a pas pris le bon chemin, après on se retrouve dans les hors procédure, hors classement, hors filière favorisée. Et donc voilà, c'est en fait une bonne moitié des étudiants de licence 1 qui ont juste été oubliés dans le processus. De toute manière, je crois que Parcoursup, c'est essentiellement une opération de communication. Et le ministère veut faire croire aux parents d'élèves qu'avec Parcoursup, nous allons pouvoir mieux encadrer les étudiants qui rentreront à l'université. Mais comme cela a été dit, si on voulait vraiment mieux encadrer les étudiants, le nerf de la guerre se trouve dans le financement. C'est le financement qui manque aux universités. Quant à croire que ce simulacre d'orientation peut porter ses fruits, il suffit de regarder combien de dossiers nous arrivent et combien de personnes peuvent être mobilisées pour s'en occuper, pour voir que c'est une opération complètement bidon.
la sélection va être faite de manière tout à fait insatisfaisante en tous les cas. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que ce processus ne peut avoir que des conséquences négatives. Des motivations des étudiants, il vous perd certains d'entre eux qui vont se retrouver dans d'autres filières. Et c'est vraiment un énorme gâchis. Merci. Merci.